Chers concitoyens, patriotes congolais, les combattants de la liberté et les patriotes résistants congolais, l'heure est très grave. Notre pays est en train de mourir. Le mensonge prime au sommet de notre État et le gouvernement congolais en exil que j'ai l'honneur de diriger me charge aujourd'hui de fixer l'opinion sur les dernières nouvelles qui nous sont arrivées du pays. Tout le monde a suivi l'arrestation et le transfert du terroriste Bosco Ntaganda à la Cour internationale de La Haye pendant le mois de mars dernier. Je précise à l'opinion que le langage diplomatique que les États-Unis ont utilisé ne veut pas dire qu'ils dédouanent Bosco Ntaganda de ces crimes de génocide commis au Congo. Tout l'Est du Congo a subi le tuerie, les viols, le massacre de nos populations. Ntaganda est un produit de Museveni et de Kagame. Je tiens à préciser que les États-Unis, que je félicite aujourd'hui avec l'administration de M. John Kerry au niveau du département d'État, John Kerry nous a montré qu'à un mois simplement de la prise de fonction au département d'État, il a mis la main sur Bosco Ntaganda. Hillary Clinton, Susan Rice et M. Clinton, l'ancien président des États-Unis, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes en ce moment ici. Nous avons travaillé pendant près de 7 ans, tourné aux États-Unis, envoyé des messages au département d'État, mais tout a été bloqué parce que M. Clinton et son épouse, Mme Clinton, avaient ligoté le président des États-Unis, Barack Obama, pendant tout le temps de son premier mandat. Et voilà que, Dieu merci, le deuxième mandat, Mme Clinton a quitté le département d'État et John Kerry, contacté par nous, dans les coulisses, nous avons obtenu l'arrestation et le transfert par les États-Unis de Bosco Ntaganda à la CPI. Mais qui est Bosco Ntaganda? Bosco Ntaganda est né en Ouganda. Bientôt, vous verrez les images de où Bosco Ntaganda était né et comment il a grandi en Ouganda. Nous voulons lever l'option, sortir de tous ces mensonges qui se dessinent autour de cette personnalité monstrueuse pour rassurer l'opinion congolaise et internationale sur la vraie identité de ces monstres génocidaires, sanguinaires et terroristes. Cet homme qui a su ensanglanter notre pays pendant des années et qui aujourd'hui se retrouve comme un petit rat au niveau de la CPI à La Haye, attrapé par les Américains seuls contre la volonté de Kagame, de Museveni et d'Alias Kabila qui voulait lui dire que non, il va l'arrêter, il va le juger dans notre pays. Lui qui sait quoi avoir une institution judiciaire dans le pays. Bon, tout ça, c'était pour ne pas donner l'occasion à l'opinion internationale de connaître effectivement la vérité. Alors, je vais vous dire aujourd'hui la vérité sur la personne de Bosco Ntaganda et vous aurez à suivre le procès d'ici septembre et beaucoup de choses vont se révéler autour de ce procès parce que nous n'allons pas dormir. Nous avons travaillé dur pour le faire arrêter et le faire transférer, ensemble avec les amis américains du département d'État de John Kerry. Nous allons suivre le procès attentivement et nous demanderons à notre peuple d'ouvrir bien les yeux et de prêter oreille à ce procès. C'est que Joseph Kabila, le soi-disant Joseph Kabila, donc Hippolyte Kanambe, le fils de Kanambe, le Tutsi rwandais qui dirige notre pays par infiltration, ce qu'il voulait cacher va sortir à la place publique. Bosco Ntaganda va parler et il doit parler.
Et il va dire exactement qui était derrière lui, qui lui avait donné cette mission d'entrer au Congo et de tuer les Congolais, de faire violer nos femmes, nos mamans, nos grands-mamans, nos enfants. Qui lui a donné ce mandat de ravager tout l'est du Congo, du nord au sud? Il est entré à Ituri, il est entré à Kisangani, il est entré à Bukavu, il est parti au nord Kivu, il était au sud Kivu. Tout l'est du Congo, ce monsieur a travaillé pour ravager le Congo et faire piller nos richesses. Mais qui était derrière cet homme? C'est ça que le procès va nous dire. Qui recrutait tous ces enfants qui composaient son armée? Qui leur donne l'uniforme? Ils ont toujours des uniformes neufs. L'équipement militaire, donc les armes et tout ça, c'est toujours neuf. Mais qui est derrière tout ça? Voilà pourquoi nous nous sommes battus pour que Bosco Ntagana soit arrêté. Pour que nous puissions connaître son mode de fonctionnement, les gens qui se cachaient derrière lui, les gens qui payaient tous ces équipements de militaires, les armes, les munitions, qui les nourrit, qui leur donne de l'argent pour qu'ils puissent faire tout ce travail de pillage de notre pays en tuant, en massacrant notre population, en violant nos femmes. Plus de 10 millions de morts tués par ces terroristes. Plus de 3,5 millions de femmes violées, mais pas violées de manière normale, avec cruauté, avec les armes dans les sexes. Non, écoutez, il faut être des monstres pour faire ce que ces gens ont fait à l'est de notre pays. Et notre gouvernement n'a pas dormi. Nous sommes allés partout pour que nous puissions mettre la main sur cet individu. Mais il n'est pas seul. Les Nkoundé-Batouare vont suivre bientôt. Les Moutebouissi vont suivre. Et même, ça va attraper même les grands commanditaires de cette affaire, Museveni, Kagame et alias Kabila, leur infiltrés à Kinshasa. Alors je viens vous rassurer, mes chers compatriotes, que le terroriste du Grand Lac, le terroriste Bosco Ntagana ne sera pas seul à La Haye. Et c'est possiblement le début de la fin du pouvoir génocidaire sanguinaire des terroristes des Grands Lacs. Museveni, Kagame et Kanambe, fils d'Adrien Kanambe, alias Joseph Kabila. Parce que ce monsieur est devenu Joseph Kabila en 96. Mais avant 96, il avait un nom. Lui seul, il sait quel est son nom. Pour faire du terrorisme au Congo, on habille les gens, on leur donne des noms, on leur donne des mamans, on leur donne des frères et on leur donne la nationalité. Et depuis quand on peut acquérir une nationalité par force? Depuis quand le Kinyarwanda est la langue de notre pays? Pour qu'un haut officier militaire puisse dire clairement à la face du monde que je vais parler en Kinyarwanda. Mes chers frères, ce jeune homme est né en Ouganda, à Kampala. À l'âge de 10-11 ans, Bosco Ntagana, ensemble avec ses amis, celui qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila, et en même temps, Paul Kagame, James Kabarebe, ils se sont retrouvés tous dans l'armée de Museveni à l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, à Kampala. Voilà que Museveni les a utilisés dans la guerre qui l'oppose contre les hommes de Kony. Et dans le nord de l'Ouganda, ces jeunes gens, à l'âge de 10 ans, 11 ans, comme je viens de vous dire, leur groupe, c'est le groupe de sanguinaires. Enfants qu'ils étaient, enfants soldats de Museveni, on les a envoyés au nord de l'Ouganda. Les Ougandais viendront un de ces jours vous dire exactement ce qu'ils avaient fait au nord de l'Ouganda. Ce que nous voyons au Congo, c'est encore rien. Depuis plus de 20 ans, ces jeunes gens ont décimé des populations au nord de l'Ouganda. Et c'est comme ça que Kony est toujours en train de faire la guerre contre Museveni. Et Museveni a utilisé ces jeunes gens jusqu'à ce que, en 94, il va les libérer pour qu'ils aillent envahir le Rwanda. James Kabarebe, Kagame, qui était d'ailleurs dans l'armée, tous ils étaient dans l'armée ougandaise, avant de rejoindre le FPR de Kagame et d'aller envahir le Rwanda. Donc, celui qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila, James Kabarebe, Kagame,
Ils étaient dans cette armée qui est partie de l'Ouganda pour entrer au Rwanda. Ils étaient tous des militaires de FPR qui a pris le pouvoir à Kigali après les génocides de 94, que eux-mêmes les Tutsis avaient créé pour attirer l'attention du monde entier sur eux, et comme ça le monde pouvait compatir. C'est l'auto-flagellation. Ça veut dire que des gens décident, ce sont les trucs de Museveni, ils décident d'attaquer le Rwanda, de tuer des gens, les machettes, toutes les machettes que vous avez vues en Ouganda, il y avait une usine que vous avez vue au Rwanda, il y avait une usine en Ouganda qui fabriquait des machettes pour donner aux Tutsis, afin qu'ils aillent créer les génocides au Rwanda et qu'on mette ces génocides sur le dos de Hutu, afin qu'ils puissent prendre le pouvoir, et que comme ça la communauté internationale va être sympathique à leur cause. Alors vous vous imaginez ce que ces gens sont capables de faire. Ils ont créé, il y avait une usine qui fabriquait des machettes en Ouganda, et ces machettes étaient distribuées au Rwanda pour créer les génocides. Tout ça, ça va sortir. Ça a déjà commencé à sortir. Et c'est depuis 1994 que Kagame court le monde entier en train de pleurer. Oh, on avait tué des Tutsis, on avait tué des Tutsis. Mais c'est eux-mêmes qui sont les auteurs de ces génocides qui a été provoqué à Kigali. Et les auteurs de ces génocides, Joseph Kabila en connaît quelque chose. Il est venu de l'Ouganda avec le James, avec le Kagame. Et Bosco Tangana que vous voyez aujourd'hui, il était du groupe. Et tous étaient des Tutsis rwandais ayant vécu ou nés en Ouganda. A commencer par leur frère Museveni aussi. Museveni est arrivé comme Tutsi avec sa mère, Tutsi rwandais, avec sa mère en Ouganda à l'âge de 7 ans. Il n'est pas aussi ougandais. Les Ougandais savent bien que Museveni n'est pas ougandais, il est Tutsi rwandais. C'est ça la cohésion qu'ils ont. C'est un Tutsi rwandais. Alors, il y a des Tutsi rwandais qui sont nés en Ouganda. Il y en a d'autres qui sont venus avec leurs parents en Ouganda. Dont Museveni qui est venu aussi si jeune, mais les Kagame sont venus avec leurs parents. Ils sont nés en Ouganda, où ils sont venus bébés, et ils ont grandi en Ouganda avec les Bosco. Et comme je vous dis, à l'âge de 11 ans, ils ont travaillé dans l'armée de Museveni pour être recrutés ensuite pour aller avec cette méthode d'autodestruction, donc autoflagellation, pour qu'ils puissent occuper le Rwanda. Et en 1996, Kagame va faire une armée qui va rejoindre Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL. C'est comme ça que Bosco Tangana, James Kabarebe, Bugera, Ruberwa, Bizima, Moïse Nyarugabo, Joseph Kabila vont rejoindre ce groupe-là de Laurent Désiré Kabila. Et ils vont entrer au Congo, Kinshasa. Ils ont commencé par le Kivu et ils ont marché jusqu'à prendre le pouvoir à Kinshasa. C'est comme ça que James Kabarebe va se retrouver congolais et chef d'état-major de l'armée congolaise. Mes compatriotes, suivez-moi bien. Parce que j'ai entendu Mende, qui est professionnel de mensonges de Joseph Kabila, en train de raconter de bobards. Nous ne parlons pas de la légèreté. On ne gère pas l'État au sommet avec des hypothèses. À supposer que, telle est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, mais même de prendre notre État comme une république bananière. Donc, il y a des choses qui fâchent. Nous parlons ici des choses très graves qui concernent la sécurité de l'État du Congo, qui concernent la survie de tout un peuple, le peuple congolais. Nous parlons ici de 10 millions de gens morts. Et nous parlons des terroristes proches d'Al-Qaïda qui opèrent dans le Grand Lac à travers les armes de Museveni et de Kagame et de Joseph Kabila. Vous devez savoir que Joseph Kabila est un infiltré au sommet de notre pays. Ce sont eux qui, chaque jour, achètent des armes et donnent à leurs compatriotes qui tournent autour de l'Est du Congo pour pouvoir piller notre peuple et piller nos ressources, mais favoriser le pillage de nos ressources par leurs commanditaires et en même temps régner en maître dans l'Est du Congo, en tuant, en violant, en faisant du n'importe quoi. Et voilà, ces gens
avec leurs armes, ils prennent la nationalité congolaise par la force. C'est comme ça que James Kabarebe deviendra chef d'état-major de Laurent Désiré Kabila par imposition de tous Rwandais et Ougandais, Museveni et Kagame, et il va se déclarer congolais en 1997 à la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. James Kabarebe, un an après, avec ses amis Bizima Kara, tous Rwandais, Rouberwa, tous Rwandais qui étaient directeurs de cabinet de James, ils vont se décider de pouvoir envahir, d'agresser notre peuple le 2 août 1998. Et James va fuir au Rwanda, il va devenir l'année d'après citoyen rwandais, chef d'état-major de l'armée rwandaise. Je l'ai dit ici à la Chambre de l'Ordre britannique, je l'ai dit au Parlement britannique, je l'ai dit en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Tout le monde est choqué, personne ne connaissait cette situation. James Kabarebe, un an avant, chef d'état-major de l'armée congolaise, se retrouve chef d'état-major de l'armée rwandaise un an après. Quel miracle! Et les deux pays sont en guerre. Et monsieur qui était chef de l'armée du Congo, se disant congolais, comme Mende, avec cette légèreté-là, c'est comme ça que vous gérez l'État. Vous gérez l'État avec votre tête, avec votre petit mensonge. Mais monsieur, je vous ai déjà dit que nous allons vous pendre. James Kabarebe est vivant. Il fut chef d'état-major de l'armée congolaise, se disant avec ses frères Bosco Tanganda, et James Rouberwa, Bizima, Moïse Nyarugabo, Bougera, ils se sont dit qu'ils étaient des Congolais. Un an après, ils ont fui au Rwanda en attaquant notre pays, et James est devenu Rwandais. Jusqu'aujourd'hui, il est au Rwanda, il est aujourd'hui ministre de la Défense du Rwanda en tant que Tutsi Rwandais. Dit. Nous avons au Rwanda un évêque anglican, l'archevêque de Kigali. Hein? Il était aussi au Congo, il se disait Tutsi congolais, il disait congolais. Mais après avoir créé toutes ces guerres-là, et il s'est retrouvé maintenant, son nom c'est Colini Mbona. Colini est à Kigali, aujourd'hui comme archevêque rwandais de Kigali, de l'église anglicane. Ce monsieur a été diacre au Congo, prêtre au Congo, évêque au Congo. Donc il ne faut pas raconter du n'importe quoi. Si ça entre même dans l'église, pour qu'un homme comme Colini est aujourd'hui archevêque anglican de Kigali. Mais d'où vient Colini? Colini n'était pas à Bukavu, il n'était pas à Lubumbashi, il n'était pas à Kinshasa comme Congolais. Après l'agression de James, ils sont tous partis à Kigali. Et ils ont largué maintenant un autre groupe pour revenir au Congo. Et c'est comme ça que Bosco Tangana va maintenant gérer l'Est avec le soutien de James Kabarebe, avec le soutien de Paul Kagame et de Museveni. C'est par eux que les armes entrent chez nous. C'est ça la création de CNDP. Et qui était le chef de CNDP? Ce n'est pas Rouberwa. Hein? M23, c'est toujours leur frère. J'ai vu même hier, on dit oh non, Joseph Kabila vient de révoquer les hauts officiers militaires. Mais il faut regarder les noms, tous sont des Rwandais, ce sont ses frères. Mais quelle comédie! Cette révocation a eu lieu quand? Quand est-ce qu'il y a eu le Conseil des ministres pour pouvoir décider de la révocation de ces hauts officiers militaires rwandais? Mais nous voyons un décret qui sort sans date, un gouvernement qui ne s'est jamais réuni, mais on dit non, sur proposition du gouvernement. Mais de quel gouvernement vous parlez, mes chers frères congolais? Mais jusqu'où nous sommes en train d'aller? Comment est-ce qu'un petit pays comme le Rwanda, un petit peuple de Tutsi, peut jouer comme ça avec notre dignité? Je demande au peuple congolais de se soulever, de chasser Joseph Kabila du pouvoir. La paix au Congo, le développement du Congo ne peut se faire qu'avec la fin de Joseph Kabila. C'est lui qui s'appelle Joseph Kabila. En fait, son vrai nom c'est Kanambe, le fils de Kanamba Adrien, l'ami de Laurent Désiré Kabila. Cet enfant a grandi dans la maison de Laurent Désiré Kabila, qu'il a assassiné pour prendre le pouvoir. Il a assassiné celui qui l'a fait grandir. Et voilà, depuis qu'il gère le pays,
Nous sommes dans le chaos. Lisez la liste des officiers qu'il dit avoir révoqués. Regardez les noms qui sont là. Ce ne sont pas des noms de Congolais. Ce sont des noms de Tutsis rwandais qui opèrent au Kivu. Ce sont ces Tutsis rwandais qui ont composé les CNDP. Et qui ce sont les mêmes Tutsis rwandais qui ont composé les M23, les Runiga, les Makenga, les Mutebwisi, les Bosco Tangada. Tous ce sont des Tutsis du Rwanda. Ce ne sont pas des Congolais. James était Congolais. Il est où aujourd'hui? James Kabarebe. Mais tu peux me dire quelle est la nationalité de James Kabarebe? Parce qu'à Kinshasa, il avait dit qu'il était Congolais. Et un an après, il est devenu Rwandais. Chef d'état-major au Congo, chef d'état-major au Rwanda. Au monde Wapi. Mais vous êtes un fou, monsieur. Il faut arrêter de sortir ces bêtises. Parce que nous parlons ici de la sécurité de notre peuple. Nous parlons ici de la dignité de notre nation. Nous parlons de la sécurité de notre territoire. Comment voulez-vous, un haut officier militaire, Bosco Tangana, aujourd'hui arrêté à La Haye, à l'audience d'identification, le monsieur dit, je suis né au Rwanda, grandi au Congo. Très bien, c'est très beau de dire ça. C'est très bien beau. Mais parlez au moins une langue du Congo. Au Congo, nous avons 4 langues nationales. Si Mende ne connaît pas, nous avons les Lingala, nous avons les Kikongo, nous avons les Chiluba et nous avons les Swahili. Ce monsieur a opéré à l'est du Congo. Et comme il opère avec une armée mono-ethnique, donc tous qui sont venus du Rwanda, ils se parlent toujours en Kinyarwanda, sur notre territoire. Et ce monsieur arrivé à La Haye, c'est que Joseph Kabila et les Mende ne voulaient pas que ça se sache. Et voilà, nous avons tout fait pour le faire arrêter et l'amener sur la place publique. Et le monsieur dit, je suis soldat. Un général d'armée, quelle était votre fonction? J'étais soldat. Il ne dit même pas qu'il était militaire, il dit, j'étais soldat, de première classe ou de deuxième classe. C'était un terroriste, chef militaire, terroriste, sanguinaire, génocidaire, qui tournait dans notre est du pays. Pendant des années en train de tuer des gens. Maintenant, il ne sait même pas s'identifier. Il dit que je suis soldat, j'étais soldat. Ok, tu étais soldat, mais monsieur, vous allez parler dans quelle langue? Oh, en Kinyarwanda, Mende. Dis, vous n'avez pas honte de venir nous dire que oui, il parle en Kinyarwanda. Mais vous êtes des fous. Même des imbéciles ne peuvent pas tenir ce langage-là. A fortiori un ministre de communication d'un pays, la RDC, la République démocratique du Congo, un pays de 80 millions de personnes, où il y a 4 langues nationales et une langue officielle qui s'appelle le français. Tout enfant congolais de l'âge de Bosco est allé à l'école. Et monsieur Bosco, vous avez quel est votre nom? Mes parents m'ont donné 2 noms. Mes parents m'ont donné 2 noms. Bosco Tangana. Vous êtes né en quelle année? En 1973, mes chers amis. En 1973, tout enfant congolais, tout enfant zaïrois devrait porter un poste-nom. Un nom et un poste-nom. Tous les enfants de cet âge-là, les années 70, portaient un nom et un poste-nom. Bosco Tangana. Quel est son poste-nom? Il a dit ses parents lui ont donné que 2 noms. Ok. On lui a donné 2 noms. Ça veut dire qu'il avait un prénom du temps de l'authenticité de Mobutu. Et puis, il avait son nom congolais. Zaïrois à l'époque. Alors, ce monsieur n'a jamais porté, c'est comme Vital Kamerhe. Il n'a jamais eu un nom authentique, lui. Il était toujours Vital, même du temps de l'authenticité. Il a étudié comme Vital Kamerhe. Et Bosco vous dit, moi je m'appelais Bosco Tangana. Mes parents m'ont donné 2 noms. Ça, il dit à la face du monde. Mobutu Sese Seko, avec sa dictature, lui avait permis, lui, Zaïrois, d'avoir 2 noms. Ngwanda, qu'on appelait Terminator, il va voir ces garçons-là marcher à Kinshasa, au Congo, avec 2 noms. Ngwanda, mais écoute, il était Terminator. Ngwanda peut vous répondre qu'à l'étape du mobutisme, en 73, au haut sommet du mobutisme, Bosco Tangana avait 2 noms chez nous. Et on lui a permis d'avoir 2 noms. Comme Vital Kamerhe, il avait 2 noms. Vital Kamerhe, quelque chose comme ça. Donc, eux, les Zaïrois, les Mobutistes, les Ngwanda, les Seti et les autres, les avaient laissés se promener au Zaïre avec
le nom, prénom, en tant que Zaïrois. D. Mende, il faut aller dire ça dans ton village. Trop, c'est trop. Ce petit n'a jamais été congolais. C'est pourquoi il a 2 noms. Kotangana. C'est pourquoi il n'a jamais été authentique. Et je vous dis ceci. Ce jeune homme, s'il a étudié chez nous, il a fait l'école primaire en français. Et s'il était à l'est du Congo, sa deuxième langue d'enseignement, en dehors du français, sa deuxième langue devrait être le swahili. Mais les messieurs ne maîtrisent même pas le swahili. Les messieurs ne peuvent même pas parler français. Et vous osez nous dire que c'est un Congolais. Ce que vous étiez en train de vouloir cacher, nous avons mis ça sur la place publique. Attendez, d'ici septembre, vous allez voir le procès. Mende, vous allez vous en prendre à vous-même. Parce que nous serons derrière le procureur à La Haye pour que toutes les questions soient posées à ces terroristes proches d'Al-Qaïda. Nous voulons mettre fin à l'Al-Qaïda qui a pris pied à l'est du Congo. Et nous avons fait comprendre aux Américains que si cette Al-Qaïda s'émet, s'enracine dans notre forêt, mais nous sommes finis. Parce que ces gens-là, pour l'argent, ils sont prêts à tout. Donc l'Al-Qaïda est en train d'entrer dans l'est du Congo et nous voulons mettre fin au terrorisme qui est à l'est du Congo. Et Joseph Kabila, c'est le père de ce terrorisme-là. Avec les Kagame, avec les James Kabarebe et les Museveni. Ce sont les pères du terrorisme qui disent qu'ils sont des amis des États-Unis. Mais tout l'argent qui tourne à l'est du Congo, les minéraux qu'on pille aujourd'hui, même l'uranium que vous vendez à des pays comme Syrie, comme Iran, comme Corée du Nord, voilà maintenant comment ça commence à créer les effets maintenant avec la Corée du Nord. Et Joseph Kabila, bientôt les Américains vont le rattraper. Parce que tout l'uranium du Congo est parti en Corée du Nord. Et voilà, aujourd'hui, Corée du Nord est debout pour lancer des bombes aux États-Unis. Alors, nous devons mettre fin à l'Al-Qaïda dans notre pays. Donc, vos hypothèses tombent dans l'eau, M. Mende, et votre gouvernement n'est pas le gouvernement du peuple congolais. Le seul gouvernement du peuple congolais, c'est le gouvernement que dirige le professeur Tchakoudia, le gouvernement congolais en exil. Et le gouvernement congolais en exil vous dit, votre temps commence à courir. Nous sommes en train d'en finir avec vous. Bientôt, c'est notre peuple qui vous chassera comme ils avaient chassé Mobutu de Kinshasa. Et surtout vous, les Tutsis qui croyaient que vous êtes plus fort que nous, les Congolais, je vous dis aujourd'hui que un de ces jours, nous allons vous rattraper. Parce que nos amis Hutus m'écoutent maintenant que je vous parle. Depuis 1994, depuis 1996-17, vous êtes toujours en train de pourchasser les Hutus au Congo. James était chef d'état-major du Congo. Pourquoi il n'a pas exterminé tous les Hutus? Avec Joseph Kabila, ils ont tué beaucoup de Hutus. Allez lire le rapport Carreton. Quand nous sommes entrés avec Laurent Désiré Kabila à Kinshasa en 1997, Carreton est venu. Et Laurent lui avait confié le ministre Mbaye Etienne. Bizima Karamekut, il était ministre des Affaires étrangères. Roubero était son directeur de cabinet. Et quand nous étions avec vous à Kinshasa, M. Carreton est venu au nom des Nations Unies. Il faut relire le rapport de Carreton. Il avait bien qualifié Joseph Kabila de génocidaire. Parce qu'au moment de l'avancée de l'AFDEL de l'Est à Kinshasa, Joseph Kabila et James Kabarebe, sous ordre de Kagame et de Museveni, ont tué beaucoup de Hutus qu'ils ont enterrés dans des fosses communes. Et M. Carreton est venu pour enquêter sur ce massacre. Il avait bien dit qu'il y a deux sujets Tutsis rwandais qui ont fait un génocide pendant le passage de l'AFDEL. C'était James Kabarebe et le commandant Hippo. Commandant Hippo. Et le commandant Hippo, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila. Lisez le rapport de Carreton. Monsieur Mende. Le commandant Hippo qui est qualifié de Tutsi rwandais avec James Kabarebe dans l'aéroport de Carreton. C'est celui-là que vous appelez aujourd'hui le chef de l'État Joseph Kabila. Et c'est pour cela que Laurent Désiré Kabila avait bloqué, sous ordre de Museveni de Kagame, des Bizima qui étaient aux affaires étrangères, ils ont bloqué Carreton de pouvoir opérer. Mais réalisez le rapport de Carreton. Tout est clair là-dedans. C'est pour cela que le mandat du procureur de la CPI était lancé à Bosco en tant que sujet Tutsi rwandais. C'est très clair. Bosco n'a jamais été congolais.
Parce que les Nations Unies opèrent au Rwanda. Ils connaissent tous ces gens-là. Ils opèrent en Ouganda. Vous croyez que la CPI, en lançant les mandats clairs, en disant Bosco Tangana, sujet rwandais, ils sont bêtes? Non. Ils connaissent la marche de Bosco avec les James, avec les Joseph Kabila, celui que vous appelez aujourd'hui Joseph Kabila, depuis l'Ouganda, le Rwanda, et puis leur entrée au Congo avec l'AFDEL. La création de CNDP, la création de M23. Ces gens-là sont partout. Il y a les Nations Unies en Ouganda, au Rwanda et au Congo. Ils se communiquent. Ils connaissent qui est qui. Je vous dis de relire le rapport de Carleton de 98-99 sur les génocides de Hutu. Pourquoi Mbaye Etienne avait refusé que Carleton n'aille enquêter à l'est du Congo, qu'on aille ouvrir la terre pour voir les fosses communes où on avait planté les Hutus pendant le passage de l'AFDEL? Pourquoi il y a eu la crise avec les Nations Unies au moment, en 98 du temps de Laurent Désiré Kabila? Ce n'est pas à cause des massacres de Tutsis de Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'était un génocidaire. Il était commandant Hippo avec James Kabarebe. Pendant le passage de l'Est à l'Ouest de l'AFDEL, de Laurent Désiré Kabila. Ils savent, eux, ce qu'ils avaient fait avec les Hutus. Tous ces dossiers-là vont sortir avec l'arrestation de Bosco Tangana. Ne croyez pas que nous sommes des imbéciles. Notre gouvernement est en train de travailler ici en exil de manière sérieuse. Et bientôt, nous allons prendre le pouvoir à Kinshasa. L'homme qui vous parle, Tchakoudia, va être président de ce pays-là en très peu de temps. Mais je demande au peuple congolais de se mettre debout. Notre temps est arrivé. Nous voulons reprendre le pouvoir chez nous, redonner la dynamique politique à notre pays, effacer, pendre tous ces jeunes gens comme les Mendes qui jouent avec notre dignité. Et si on attrape Joseph Kabila, il sera pendu aussi, parce que avec son usurpation de l'identité, il a créé beaucoup de confusion au sommet de notre État. Notre armée, notre police, nos services de sécurité, partout s'est infiltré. Nos entreprises d'État, c'est géré par le Tutsi. Le peuple congolais n'a plus d'argent. Nos hommes politiques sont, ceux qui sont des patriotes, sont tués, ou bien ils sont en fuite à l'extérieur. Nos hommes d'affaires sont tués. La classe politique, l'élite du Congo est en train d'être tuée, zigouillée, pour que ces gens-là puissent s'imposer sur notre pays avec les Congolais qu'ils appellent des imbéciles. Ils veulent laisser notre pays sans élite. Alors, nous devons faire vite. Nous devons mettre fin au pouvoir politique de Joseph Kabila. Et ça, c'est urgent. Aujourd'hui, les États-Unis ont commencé déjà le premier pas en arrêtant leur pièce maîtresse de Bosco Tangana. Bosco était quelqu'un qu'ils ont utilisé. Ils l'ont armé, ils l'ont financé, ils l'ont entraîné, ils ont entraîné ses troupes, ils ont recruté ses troupes, ils les ont habillés, ils les ont nourris, ils les ont financés. Donc, c'est le début de la fin. L'arrestation de Bosco, c'est une casse-tête pour les Mendes et les Joseph Kabila. C'est pourquoi il vient avec légèreté, il parle de ces hypothèses, à supposer. Mais, chers compatriotes, j'espère qu'avec ce que je viens de vous dire, j'ai clarifié un bon nombre de choses. Vous vous souvenez que la fois dernière, quand je me suis adressé à vous, j'avais parlé de l'identité de la fille de Laurent Désiré Kabila, qu'on vous avait trompé être malade dans un hôpital à Londres. Depuis que je parlais, Mende n'est jamais venu, ou le gouvernement de Kabila, celui qu'on appelle Kabila, n'est venu répondre. Mais j'ai eu le contact avec la RFI, qui avait dit que c'est eux qui voulaient nous traîner dans la boue. Ils avaient dit que nous avons menti. M. Tchakoudia, vous nous avez aidés. Attendons qu'ils viennent maintenant nous porter plainte. Comme ça, vous et nous allons maintenant sortir sur la place publique et nous allons maintenant aller au jugement ensemble. Mende et son gouvernement ne sont jamais revenus pour porter plainte contre la RFI parce qu'ils étaient dans le mensonge. Donc, aujourd'hui encore, ils sont dans les mensonges. C'est la pendaison ou pour la trahison au niveau de notre gouvernement en exil. Celui qui trahit, il va avoir la pendaison publique. Mende et tout leur groupe, de celui qui l'envoie pour tromper la population, pour aller faire des mensonges, Mende aller créer des mensonges. Donc Joseph se cache quelque part dans son plein mensonge, il envoie Mende dehors, Mende crée un mensonge et ils sont contents, ils boivent du champagne et tout ça. Mais pendant ce temps, notre population est en train de mourir, de souffrir.
Au moment où je vous parle, tous les rapports que je reçois du Congo, notre population est en souffrance et que vous ne pouvez pas imaginer. Nos enfants ne vont pas à l'école. Et s'ils ils vont à l'école, mais quelle école? Parce que les enseignants ne sont pas payés. Les médecins ne sont pas payés. Le 5 chantier, ce n'est qu'une illusion. Et l'argent n'est pas dans les mains des parents. Les gens ne mangent pas. Il n'y a pas d'habitation viable. Donc, notre population est dans une souffrance accrue. Pendant ce temps, vous vous amusez à boire du champagne, à mentir, à se moquer de notre population. Mais attendez, hélas, votre temps est en train d'arriver. Je vous pointe du doigt et je vous dis, arrêtez vos mensonges. Bientôt, ça va vous rattraper. Vous serez pendu sur la place publique. Tout votre groupe de menteurs, des infiltrés, des occupants, vous commencez déjà à préparer vos valises et quitter le Congo. Notre gouvernement arrive au Congo, vous allez vous en prendre à vous-même. Et c'est pour bientôt. L'arrestation de Tangana doit être une leçon pour vous. Parce que personne de vous ne restera impuni. Nous allons bientôt vous rattraper, soit par la justice ou par la pendaison. Je remercie notre peuple pour l'attention. Je vous encourage dans votre combat. Je demande l'unité des combattants. Je demande l'unité des forces vives de notre nation. Je demande aux journalistes congolais, je demande à nos activistes des droits humains de continuer à travailler, de sortir des rapports, d'enquêter et de rester congolais et de rester dignes. Et je demande aux combattants, aux résistants, partout dans le monde, de rester unis. Restez unis, continuez vos manifestations, ça commence à porter fruit. Ne vous lâchez pas, ne vous laissez pas faire. Le temps est déjà arrivé. En peu de temps, ces menteurs, ces terroristes, ces génocidaires sanguinaires qui tournent partout au Congo, qui sont impunis jusque-là, vont être punis. Donc, le coup d'abattoir, même s'ils se cachent là-bas au Rwanda, ils doivent savoir que bientôt on mettra la main sur eux. Si ce n'est pas Kagame ou Museveni, les États-Unis nous aideront à mettre la main sur tous ces gens-là. Nous avons signé un accord et nous sommes en train d'y travailler. Et vos Susan Rice, vos Bill Clinton et de Hillary Clinton, leur temps est fini. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Donc, j'encourage notre peuple, restez unis, surtout vous qui êtes dans le combat à travers le monde. Je ne voudrais pas entendre des divisions. Laissez la diversion, laissez les insultes, la diversion. Regardez, fixez-vous sur le Congo. Notre victoire est certaine. La patrie ou la mort, la trahison ou